Si vous êtes déjà intéressé à l'histoire romaine, vous avez probablement déjà entendu parler de l'année 69, l'année des 4 empereurs. Certains d'entre vous connaissent aussi la période des 5 empereurs autour de l'année 193. Mais j'imagine que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler de l'année 238. L'année où l'Empire a eu 6 empereurs. Salut à tous. Pour comprendre comment l'Empire s'est retrouvé dans cette situation, je dois vous parler de la fin de la dynastie des Sévères. Celle-ci commence avec le fameux Septime Sévère, qui prend le pouvoir après la période des 5 empereurs. Son règne est une période de renforcement pour l'Empire, mais malheureusement aucun des autres règnes de cette dynastie ne fut aussi favorable pour Rome. Geta est assassiné par son frère peu de temps après l'arrivée au pouvoir, Caracalla n'est connu que pour l'édit de Caracalla de 212 et pour être mort dans ses besoins, Elégabal était avant tout un prêtre d'un culte oriental qu'il aurait tenté d'imposer à Rome, ce qui fit de lui un personnage détesté par les Romains très conservateurs. Outre les mauvais règnes, la famille des Sévères a eu la particularité d'être liée par des femmes d'origine syrienne. Elégabal et ensuite Sévère Alexandre ne descendaient pas de Septime Sévère, mais de la sœur de la femme de l'empereur, Julia Maesa, la grand-mère des 2 derniers empereurs de la dynastie. Elle fut la tête pensante de la politique, n'hésitant pas à se débarrasser de sa fille et de son petit-fils Elégabal lorsqu'elle le sentit moins populaire que son autre petit-fils de 15 ans. Sévère Alexandre arrive au pouvoir en 222. Il aurait été adopté par son cousin juste après une tentative d'assassinat échouée par celui-ci. Une fois au pouvoir, la dynastie essaie de faire disparaître les traces du prédécesseur mal aimé. Alexandre s'avère être un jeune homme très doué et lettré, ce qui en fait un personnage populaire à Rome parmi les sénateurs, qui espèrent toujours le retour d'un empereur tel que Marc Aurèle, avec qui il fut parfois comparé. Sa mère, Julia Mamea, est faite Augusta à ses côtés. 2 ans après l'arrivée au pouvoir, sa grand-mère meurt et des affrontements éclatent à Rome, entraînant des combats entre prétoriens, puis entre prétoriens et membres du peuple. Je mentionne cet événement car ce type d'affrontements vont être récurrents ensuite. Alors qu'à Rome la situation semble être apaisée, de nouveaux problèmes se forment à l'extérieur, et surtout sur la frontière orientale où l'Empire perse connaît de fortes transformations. En effet, en 228, Ardachir Ier prend le pouvoir et renverse les Parthes arsacides au profit de la dynastie perse sassanide. Il envahit ensuite la province romaine de Mésopotamie en 230. Pour la première fois, Sévère Alexandre doit faire ses preuves à la guerre. Cela réussit et il les repousse dès 231. En 232, il s'estime vainqueur et retourne à Rome, mais n'a pas laissé une bonne impression chez les soldats qui ne voient pas en lui le leader que doit être l'empereur. Il y eut des tensions et peut-être déjà des tentatives d'usurpation. En 235, la menace est désormais sur la frontière rhénane menacée par des Germains. L'empereur quitte alors Rome pour essayer de trouver un compromis avec les locaux, plutôt que de défier la chance par les armes. La légion romaine a besoin des combats pour s'enrichir grâce au pillage et à la prise de prisonniers à revendre en esclaves dans l'Empire. Les négociations représentent alors une perte considérable. Les légionnaires se réunissent donc autour de la figure de Maximin le Thrace, un officier chargé d'entraîner les troupes. Celui-ci promet aux soldats de les mener au combat s'ils le font empereur. La garde de Sévère Alexandre est facilement convaincue par le complot, et Sévère est tué avec sa mère. Sévère Alexandre mourut pour ne pas avoir été l'empereur qu'exigeaient les légionnaires romains. Il fut un empereur sénateur avant tout attaché à Rome, et ne cherchant pas les conflits. Le rôle que sa mère joua dans son règne fut une raison supplémentaire de mépris pour un empereur arrivé au pouvoir si jeune. L'Empire était partagé entre des groupes aux volontés très différentes, et seul un empereur charismatique pouvait réussir à rassembler suffisamment de soutien pour régner sans crainte. Maximin est l'opposé absolu de Sévère Alexandre, le cliché même de l'empereur soldat d'origine barbare. Il semble n'être parti de rien, un paysan de Thrace se faisant remarquer par sa taille formidable et par sa force brute qui le rend capable de briser la jambe d'un cheval par la force de ses poings. Il fut apprécié des empereurs précédents, ce qui lui permit d'être un instructeur de jeunes recrues, faisant de lui un personnage populaire au sein de l'armée. Néanmoins, les sources le décrivent comme un personnage peu lettré, voire analphabète, ce qui ne rentre pas dans les critères de bons empereurs aux yeux du Sénat qui méprise ses origines. Arrivé au pouvoir, il fit en sorte de se débarrasser des fidèles de l'empereur assassiné et dut résister à des tentatives de révolte qui ne menèrent pas loin. Une fois sa position sécurisée, il n'estima pas nécessaire de revenir à Rome pour rencontrer les sénateurs comme cela se faisait, mais leur fit parvenir ses décisions. Tout d'abord de le reconnaître, puis de lui donner des titres religieux associés à sa fonction, de faire reconnaître son fils César, de condamner la mémoire de Sévère Alexandre qui avait été tant aimé par le Sénat, qu'on fit doubler la solde des troupes et que sa femme qui venait de mourir reçut l'apothéose.
Grâce à l'archéologie, nous savons maintenant qu'il a organisé une campagne en Germanie depuis Sirmium, puisque nous gardons les traces d'une bataille à Arzorn. Ces campagnes coûtaient particulièrement cher à l'Empire, ce qui poussa l'empereur à favoriser la délation fiscale et à serrer la vis sur les provinces de l'Empire. Les Perses étaient toujours très menaçants sur la frontière orientale, mais Maximin n'eut jamais le temps d'intervenir, puisque nous arrivons désormais à l'année 238, et les événements allaient prendre une tournure très particulière pour lui. En Afrique, le procurateur se faisait haïr par sa politique fiscale, qui suivait celle du nouvel empereur. Plusieurs jeunes propriétaires terriens, craignant la perte de leurs biens, se réunirent et s'attaquèrent au procurateur en février 238. Craignant l'intervention de l'armée, les révoltés de plus en plus nombreux se réunirent dans la cité de Tisdrus vers l'actuelle El Djem en Tunisie, une des cités les plus riches de la région, qui ne possédait pas moins que 3 amphithéâtres, dont le plus grand conservé jusqu'à nos jours en Afrique. Le proconsul Gordien Ier, qui passait dans le coin, fut attrapé par les révoltés qui exigèrent de lui la protection face à l'empereur tyrannique. Gordien dut être terrifié par la proposition. C'est un vieil homme issu d'une très grande famille sénatoriale, qui eut une carrière remplie et appréciée avec un amour profond pour les lettres. Le proconsul n'avait pas pour projet de mettre sa vie en jeu, mais rien que le fait qu'on lui ait proposé suffirait comme raison pour que Maximin l'exécute. Il accepta donc à contre-cœur en s'associant avec son fils Gordien II, qui lui sert de légat. Le Sénat fut ravi par la nouvelle de la révolte d'Afrique et se dépêcha de reconnaître les 2 Gordiens comme seuls empereurs de Rome. Après avoir organisé l'assassinat du préfet du prétoire resté à Rome et d'avoir fait défiler sa tête dans les rues, le Sénat déclara Maximin et son fils ennemis du peuple romain. Une guerre civile miniature éclata au cœur de Rome, et le préfet de la ville fut lui aussi tué dans l'action. Mais les sénateurs n'avaient pas pris le temps d'étudier la situation des Gordiens, et très peu de temps après, le gouverneur de la province de Numidie, fidèle à Maximin, marcha sur Carthage, d'où il tua Gordien II au combat, ce qui poussa Gordien Ier au suicide après seulement 1 mois de règne. Déjà 2 empereurs morts. Maximin ne reste pas sans rien faire aux frontières de l'Empire. Il organisa son armée afin d'avoir juste assez d'hommes pour envahir l'Italie et Rome, qu'il estime incapable de résister face aux légionnaires. Les sénateurs craignent le pire puisque Maximin ne leur pardonnera jamais d'avoir choisi de s'opposer à lui. De plus, les prétoriens directement au sein de Rome ne semblaient pas faiblir et menacer constamment la population. Les sénateurs se réunirent alors dans le temple de Jupiter où ils désignèrent 20 d'entre eux pour organiser la résistance en Italie. Ensuite, ils désignèrent 2 empereurs parmi les membres du Sénat. Ainsi, Pupien et Balbin sont déclarés empereurs en mars 238. Pupien était un sénateur italien qui fut récemment gouverneur et préfet de Rome. Il est d'origine obscure mais s'est démarqué par ses actes à la guerre. Balbin fut consul, il représente les valeurs du Sénat, il est lettré, bon orateur, riche et d'une très grande famille. Comme Gordien Ier, ces 2 nouveaux empereurs sont âgés. Ils ont tous 2 au-dessus de 60 ans. La décision du Sénat ne fut pas particulièrement bien accueillie par le peuple romain, qui ne gardait pas en bonne mémoire la préfecture de Pupien. Ils exigèrent du Sénat de reconnaître le jeune neveu de Gordien II, désormais Gordien III. Voilà, en moins de 2 mois nous avons nos 6 empereurs. Un arrivé au pouvoir par l'armée, 2 par le peuple, 1 par la parenté et 2 par le Sénat. Nous pourrions même ajouter le fils de Maximin, mais il n'est pas un acteur particulièrement important pour le récit, et n'est que César. Les affrontements à Rome entre le peuple et les prétoriens ne firent que s'empirer lorsque les sénateurs firent exécuter une délégation de prétoriens chargés de trouver un terrain d'entente. Tous les prétoriens n'étaient peut-être pas favorables à Maximin, mais devaient défendre leur position face à un Sénat qui se méfiait d'eux et qui avait réussi à tourner la population contre eux. Ils s'étaient isolés et n'avaient pas une grande liberté pour agir. Maximin était parti en mars, et se retrouva coincé aux portes de l'Italie à la ville d'Aquilée. Les sénateurs avaient été rapides, et avaient fait venir des représentants sur place pour organiser la défense, qui fut plutôt efficace puisque bien que n'ayant quasiment aucune troupe, la cité fut capable de résister à une légion entraînée pendant 3 semaines. La ville était suffisamment prospère et la population donna beaucoup d'elle-même par crainte des représailles de l'empereur déchu. Les femmes avaient par exemple donné leurs cheveux pour les machines de guerre. Les sources parlent même de la participation de divinités du côté des défenseurs. Ce temps perdu était d'autant plus risqué pour le plus ancien des empereurs car maintenant que la situation était en main des sénateurs, ceux-ci purent former une véritable armée pour venir au secours de la cité. C'en fut trop pour beaucoup de légionnaires d'origine italienne qui ne devaient pas beaucoup apprécier l'idée de menacer leur propre foyer une fois passé à Aquilée, et dont les abus de l'empereur et les difficultés de l'expédition ne pouvaient plus être tolérés. Ils se révoltèrent et firent assassiner l'empereur soldat et son fils vers mai.
Les troupes durent se rendre à la cité, qui leur ordonna de reconnaître les 3 nouveaux empereurs avant même que Pupien et l'armée de secours n'arrivâent sur place. Celui-ci fit des cadeaux aux soldats pour les acheter à la cause du Sénat. Une fois la paix ramenée à Rome, les 2 empereurs sénateurs proclamèrent servir l'Empire en tant qu'élus du peuple et du Sénat, et de devoir leur place qu'à la cité de Rome. C'est un discours de consul et non d'empereur qu'ils firent. Le Sénat avait finalement réussi à imposer leur vue sur le système impérial. Mais les prétoriens n'étaient pas satisfaits du nouvel ordre des choses. Ils avaient dû accepter la situation à l'annonce de la mort de Maximin, n'ayant plus personne pour venir les aider, et ils ne pouvaient pas espérer faire tomber la ville de Rome par la violence. En plus, Pupien et Balbin avaient préféré une garde germanique à la garde prétorienne, une insulte qui ne pouvait être tolérée par la garde impériale. Vers le 6 juin 238, lors de fêtes religieuses, les prétoriens se jetèrent dans le palais impérial et firent tuer les empereurs sénateurs et leur garde germanique. Les prétoriens épargnèrent Gordien III pour ne pas subir la haine du peuple et faire entrer l'Empire dans une autre guerre civile. Le Sénat désemparé et épuisé par tant de difficultés avait perdu le contrôle de l'Empire aussi rapidement qu'il l'avait obtenu. Aucun d'entre eux ne semble avoir tenté de venger les leurs et acceptèrent Gordien III comme unique empereur. Comme vous avez pu le voir, cette année fut très particulière pour le monde romain. Je ne devrais même pas parler de l'année 238, puisque tous ces événements se firent en moins de 6 mois. Cette période est intéressante car elle nous montre les différents groupes qui font la vie active de l'Empire. L'armée provinciale choisit Maximin, car c'est un homme qui vient de leur rang, qui est charismatique et qui comprend les besoins des soldats plutôt que l'empereur Alexandre, qui est un empereur de la lointaine Rome, mené par des femmes et qui se prend la tête avec des futilités. Le peuple a soutenu les 2 premiers Gordiens, car ils représentaient une protection face à une taxation excessive, et il a soutenu Gordien III par légitimité dynastique, alors que sa famille n'avait régné que quelques semaines. Le Sénat avait eux aussi reconnu les Gordiens car ils étaient d'origine sénatoriale, et que c'étaient les premiers à offrir une alternative viable à la terreur de Maximin. Mais c'est surtout dans la désignation de Pupien et Balbin que le Sénat montra une véritable innovation. Pendant tout le Principat, c'est-à-dire la première moitié de l'Empire, les sénateurs eurent un rôle bien plus important que ce qu'on en a pu dire. Tous les empereurs que l'on considère comme mauvais aujourd'hui, Tibère, Caligula, Néron, Domitien, Commode, étaient considérés ainsi parce qu'ils n'étaient pas appréciés par les sénateurs, qui se chargèrent de les faire éliminer, ou du moins de les faire condamner par l'histoire. En 238, après une série de règnes médiocres, les sénateurs réussirent presque à reprendre en main l'Empire et d'en faire quelque chose de similaire à la République. Néanmoins, tout cela fut gâché par les prétoriens, qui n'eurent pas un rôle majeur durant cette période, ne faisant que résister face aux agressions envers leur personne. L'attaque sur Pupien et Balbin fut motivée par les nombreuses provocations et menaces que firent le Sénat à leur encontre. Certains font commencer la crise du IIIe siècle à ce moment-là. Il faut dire que cela n'est pas tout à fait vrai, puisque la situation n'est pas désastreuse. La crise est très rapidement éliminée, et l'Empire n'en souffre que très peu finalement. La guerre civile est devenue une habitude et elle ne remet pas en cause l'intégrité de l'Empire. Pour ce qui est de l'histoire impériale après ces événements, on sait qu'à la fin du mois d'août, une légion en Afrique encore fidèle à Maximin est tuée. Contrairement aux sources, tout le monde ne semble pas avoir détesté et abandonné l'empereur déchu. Quant à Gordien III, son règne commença tranquillement, mais prit fin brusquement lorsqu'en 244, il fut tué sans héritier lors d'une campagne en Orient à Mysiquée, qui mit fin à l'idée d'un retour à un système normal pour la succession impériale. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et qu'elle vous a appris 1 ou 2 choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. La vidéo a mis beaucoup de temps à arriver, mais c'est parce que je suis très occupé en ce moment, et je vais faire en sorte que la prochaine ne mette pas 6 mois à arriver. Allez, salut à tous!